Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, nous allons parler de confidentialité des données, de partage des données, tout ça en utilisant l'IA. Alors, il y a une grande proportion de salariés qui utilisent ChatGPT sous le manteau, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément ni autorisé ni interdit par l'entreprise, mais il y a un petit flou artistique dans l'usage des outils d'IA, ou alors il y a une interdiction parfois même d'utiliser ChatGPT. Et les salariés vont tout de même l'utiliser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est rapide, ça va plus vite et que parfois les outils qui sont demandés par l'entreprise ne sont pas nécessairement ceux qu'on aime bien utiliser. Alors ça peut être un peu perturbant. C'est vrai que pour l'entreprise, il y a besoin de cadrer toute l'utilisation de ces outils d'IA, il y a besoin de cadrer comment les collaborateurs vont utiliser ces outils d'IA et ne pas partager des données qui seraient confidentielles, personnelles, etc. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors déjà, je voulais commencer par une petite différence entre sécurité et confidentialité des données, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Quand on va parler de données, on va parler des données personnelles. Donc là, c'est toutes les informations identifiant directement ou indirectement une personne, comme son nom, son numéro de téléphone, son code postal, son adresse email. Ensuite, on a les données sensibles. Donc là, c'est les données qui nécessitent une protection forte, qui sont vraiment des données très personnelles, comme la santé, la religion, l'orientation sexuelle. Ensuite, il y a les données techniques. Elles vont être liées au système informatique, comme des adresses IP, des logs, des configurations. Et les données commerciales, qui sont, elles, liées à l'activité des entreprises, les brevets, les business plans, etc. Et donc, dans ces 4 typologies de données, avec les outils d'IA, il faut faire d'autant plus attention qu'elles ne disparaissent pas, qu'elles ne soient pas subtilisées ou tout simplement partagées par des salariés qui veulent bien faire, qu'on leur a demandé de faire comme une étude de marché, etc. et qui voudraient partager les données qu'ils ont déjà à disposition. Ce serait une erreur, évidemment, puisqu'il est fortement recommandé de ne pas partager des données confidentielles. Par exemple, une façon simple d'éviter de partager des données qui seraient des données personnelles, ce serait de chiffrer les données clients, c'est-à-dire de ne pas mettre les noms et prénoms des clients, de mettre des pseudonymes par exemple, de ne pas mettre les vraies villes, mais peut-être des codes postaux plus généraux ou peut-être des régions. En tout cas, le RGPD impose des obligations strictes en matière de traitement et protection des données personnelles, qui inclut aussi les outils d'IA. Donc ce que vous ne partageriez pas de toute façon pour n'importe quel outil en respectant RGPD ne peut pas être partagé dans des outils d'intelligence artificielle générative. On a donc 2 familles, les données personnelles, donc les noms, les adresses, les informations médicales, etc. et les données professionnelles qui sont la propriété intellectuelle, les stratégies d'entreprise, les informations sensibles sur les clients, tous les brevets, etc., tout ce qui va avoir attrait finalement à des informations qui seraient secrètes ou confidentielles de la part de l'entreprise. Ou même sans être secrètes et confidentielles, ça peut être des fois des embargos. On a un communiqué de presse et puis on n'a pas le droit d'en parler avant telle date. Si on partage tout sur l'IA, il y a des chances en fait que d'autres personnes puissent y avoir accès. Surtout si vous utilisez des solutions gratuites, puisque les solutions gratuites sont par défaut moins protégées. Alors, il n'est pas censé y avoir de mémoire. Néanmoins, il y a quand même une plus forte possibilité qu'elle soit utilisée pour l'entraînement par défaut, par ChatGPT par exemple. Donc, ça procurera un plus grand risque, en tout cas, de récupérer des données par des concurrents qui voudraient faire une étude de marché sur le même thème ou qui auraient chopé l'information avant l'embargo, ce genre de choses. C'est réglementé
en France, en Europe et dans le monde. L'IA Act a été adopté en juillet 2024. Alors ça faisait des années qu'ils étaient dessus, mais justement l'objectif principal de cette IA Act, c'est de garantir que les systèmes d'intelligence artificielle soient utilisés de manière éthique, sûre et respectueuse des droits fondamentaux des citoyens européens. Donc il y a différentes catégorisations d'IA sur lesquelles il y a des risques d'acceptable à minimal et avec des exigences faibles et des exigences strictes. Donc tout ce qui va être système d'IA dans les jeux, système d'IA dans les services financiers n'auront pas forcément la même implication que des systèmes d'IA dans l'application de la loi ou des systèmes d'IA dans l'éducation. C'est très bien, il faut réglementer l'usage des IA. Ce qu'il y a, c'est que ça arrive juste en confrontation avec 2 réglementations américaines. Le Patriot Act, qui existe depuis 2001 et qui dit qu'en gros, les Américains, si tout est hébergé aux États-Unis, en fait, ils ont accès si jamais ils lancent une enquête fédérale. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez enfin, ils vont pas aller aspirer vos données du jour au lendemain. Et le Cloud Act, qui lui existe depuis 2018 et qui oblige les fournisseurs de services cloud américains à fournir aux autorités américaines l'accès aux données stockées dans leurs infrastructures. Ça veut dire que même si vous êtes en France mais que vous utilisez un système cloud américain, potentiellement, les États-Unis sont en droit de demander à avoir accès à vos données. Alors ça peut être embêtant, c'est un rapport de force qui est enclenché entre l'Europe et les États-Unis. Ça veut dire aussi qu'une entreprise européenne qui respecte RGPD, qui respecte l'IA Act, mais qui héberge ses données sur un système américain, mais ça peut être du Microsoft, ça peut être n'importe quel système qui serait hébergé aux États-Unis. Bien sûr, il existe des solutions hébergées en Europe. Donc si vous hébergez aux États-Unis, en fait, vous avez la possibilité que vos données soient partagées à la demande du gouvernement américain. Ensuite, RGPD, on reste dans l'Europe. Donc RGPD est aussi assez récent puisqu'il existe, il a été entré en vigueur depuis le 25 mai 2018. Cette réglementation, elle vise à protéger les données personnelles des citoyens de l'Union européenne avec un objectif de renforcement des droits des individus. Il y a la CNIL qui existe toujours, mais qui permettait d'avoir une rectification ou suppression de ces données. Donc ça, c'est toujours le cas avec RGPD. Mais la subtilité, c'est c'est que RGPD responsabilise les entreprises dans la gestion des données. Donc il y a une certaine temporalité pendant laquelle l'entreprise a le droit de garder les données. Il faut qu'il y ait un opt-in clair avec une finalité unique quand on récolte les données. C'est assez simple en réalité, mais c'est vrai que toutes les entreprises aujourd'hui ne le respectent pas. L'objectif, c'est de renforcer la sécurité et la confidentialité des informations. Et il y a des sanctions, contrairement à ce qui existait avant. Là, il y a des sanctions assez fortes qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial en demande de dédommagement pour les personnes qui attaqueraient les entreprises qui ne respectent pas RGPD, sachant que Amazon et Google ont déjà payé des amendes assez salées, mais qu'a priori, pour certaines entreprises, en fait, ça coûte moins cher de payer une amende que se conformer à RGPD. En tout cas, il y a plus de manque à gagner. Là n'est pas le débat. Comment mettre en parallèle, en bonne pratique, en fait, RGPD et l'IA générative? Alors ça paraît une évidence, mais c'est bien de le rappeler, ne pas utiliser les données personnelles dans les prompts. C'est-à-dire que si vous voulez faire un courrier à votre client et que ces données personnelles sont présentes, quand vous copiez-collez votre prompt dans votre outil d'IA générative, soit vous anonymisez, soit vous mettez des pseudos, soit vous mettez rien du tout, parce que c'est pas ça qui va apporter la valeur de la réponse de l'outil. Donc faites bien attention de ne pas partager de données personnelles. Ensuite, privilégiez vraiment l'anonymisation ou la pseudonymisation. Donc anonymisation, il n'y a plus rien. Pseudonymisation, on remplace les noms et les prénoms par des choses fictives et puis on retire quand même les villes, les adresses, etc. Ou alors, vous pouvez aussi chiffrer et limiter l'accès aux données sensibles. Alors, il y a 2 types de données qui seront les données publiques ou non sensibles. Donc là, clairement, rédiger un courrier de remerciement pour avoir souscrit à une offre, vous pouvez clairement les partager à l'outil d'IA, il n'y a pas de souci. Et en revanche, il y a les données privées ou sensibles. Là, vous devez les traiter de manière strictement confidentielle en générant des versions anonymisées de vos données sensibles. Par exemple, vous remplacez le nom d'un client par d'autres prénoms, vous modifiez légèrement certaines valeurs financières si vous en avez, et l'idée, c'est qu'on ne puisse pas reconnaître ni les clients ni les données que vous allez partager.
C'est un sujet qui revient souvent avec la question: est-ce que ChatGPT est plus sécurisé que Copilot? Copilot, c'est Microsoft, c'est rassurant. Il y a pas mal d'entreprises qui se disent: «Bah, c'est bon, en fait, c'est Microsoft et puis, bah, moi, j'ai un cloud en Europe, donc je suis tranquille». J'aimerais dire que c'est aussi simple que ça, mais en réalité, quand on lit les conditions générales, même de Microsoft, eh bien oui, il y a une mention qui dit qu'il utilise les données pour entraîner, son outil. Donc j'ai posé la question à Copilot. Il me dit dans la section «Comment nous utilisons les données personnelles», il est mentionné que Microsoft utilise les données collectées pour améliorer ses produits, y compris en entraînant ses modèles d'intelligence artificielle. Il est donc important d'être vigilant quel que soit l'outil que vous utilisez, même si vous pensez qu'il est hyper sécurisé. Évidemment, si c'est un outil interne développé en local par votre entreprise, on peut aller dans un départage de données qui serait complètement encadré. Il y a des chartes IA qui voient le jour et c'est vraiment la bonne pratique pour pouvoir aiguiller les collaborateurs à bien utiliser ces outils. Parce que parfois, on est pétri de bonnes intentions et on veut vraiment aller vite et puis produire des résultats de qualité. Et c'est dans ces moments-là où on va utiliser peut-être un outil qui n'est pas autorisé par l'entreprise ou alors un outil, même copilote gratuit, qui sera pas forcément sécurisé et c'est là où la fuite peut arriver. Donc de mettre en place des chartes de bon usage de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle peut être intéressante, voire nécessaire, sachant qu'on n'a pas parlé dans cet épisode de droit de création, de droit de propriété. Ça pourrait être l'objet d'un autre épisode et ce serait peut-être mieux que ce soit un juriste qui en parle, mais il y a aussi la question de ce que je produis sur l'IA, est-ce que ça m'appartient ou pas? Il y a encore pas mal pas forcément de législation à mettre en place, mais en tout cas de cadres, de bonne utilisation dans les entreprises, de ces outils qui certes vous font gagner du temps, sont incroyables d'efficacité, mais attention, il ne faut pas tout partager et il faut vraiment faire attention à ce que tout soit hyper bien cadré. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous a apporté une vision plus claire de comment partager, utiliser vos données avec les outils d'intelligence artificielle. Et si vous avez d'autres questions liées à ce sujet, vous savez où me trouver. Je vous souhaite une très bonne journée. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.